Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn, un numéro un peu particulier puisque nous allons nous consacrer ce soir à une des thématiques développées par le pays de Béarn. Nous allons parler de ce pays de Béarn, de ce pôle métropolitain, de ce qu'il engage comme réflexion avec plusieurs acteurs qui nous ont rejoints. Donc nous avons une extension de notre studio aujourd'hui. On est heureux de vous avoir les uns les autres dans une configuration qui pourrait faire penser à un débat de campagne électorale, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que comme nous sommes nombreux dans ce studio avec les habitudes de distanciation que nous prenons, il était nécessaire de se configurer de cette façon. Alors nous accueillons dans l'ordre et dans le désordre Jean-Marc Grussotte, qui est le président du Conseil du développement du pays de Béarn. À ses côtés, Julie Boussingori est chargée de mission développement local au pôle métropolitain donc, du pays de Béarn. Et puis à leur côté, nous avons Didier Belloc, qui est le directeur du parc Aquasport, dont on a beaucoup entendu parler dans cette émission d'ailleurs. Et encore à ses côtés, Thierry Laporte, qui est le responsable des cellules des zones humides au Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Le point commun, vous l'avez compris, avec ces invités, c'est qu'on va parler eau. Jean-Marc Grussotte, parler haut avec vous, c'est presque antinomique, et pourtant c'est ce que nous allons faire. Vous reprenez le micro, mon cher Jean-Marc, que vous avez juste devant vous, pour peut-être resituer, s'il en était besoin, mais je pense qu'il en a toujours besoin, ce qu'est le pôle métropolitain Pays de Béarn, ce qu'est le Conseil du développement du Pays de Béarn. Finalement, lorsqu'on parle de Pays de Béarn, je vais vous poser la question la plus basique, de quoi parle-t-on ? Bien, quand on parle de Pays de Béarn, c'est enfin la concrétisation institutionnelle de ce qu'était, de ce que fut justement cette province à fort caractère et à forte velléité d'indépendance. Donc le Pays de Béarn est non pas la fusion, mais l'addition sur des sujets transversaux des 8 collectivités, dont communauté des communes, issues de la loi NOTRe de 2015. Ce Pays de Béarn a revêtu le statut de pôle métropolitain. Il se voit doté, puisque vous m'interrogez sur le conseil de développement, d'un conseil de développement qui fusionne justement tous les conseils de développement des communautés des communes. Ça compose là une très très belle assemblée, magnifique, d'une centaine de membres, de tout horizon social-professionnel, et qui est amené justement à accompagner la collectivité, le pôle métropolitain, sur des sujets qui regardent son périmètre. Alors on va parler d'une des premières actions très concrètes d'ailleurs de ce Conseil de développement dans quelques petites minutes avec vous. Julie, en complément de ce qui vient d'être dit, cette nouvelle entité, créée le 18 janvier 2018, elle propose un mode de coopération qui est, mine de rien, assez original, assez unique dans le paysage. La coopération qui est proposée par le Pays de Béarn est effectivement assez unique à l'échelle du Béarn parce qu'elle est assise quelque part sur une entité, une histoire commune, historique, et un territoire qui culturellement présente une grande homogénéité. Alors ça ne veut pas dire l'homogénéité, l'uniformisation, mais par contre on a bien des champs qui nous sont communs malgré, on va dire, une diversité territoriale qui fait d'ailleurs toute la richesse de ce territoire. Et cette fédération des intercommunalités permet finalement d'imaginer mieux faire ensemble, en coopération interne, vous l'avez dit, mais aussi d'envisager sur les champs qu'il suppose des coopérations externes pour pouvoir effectivement proposer des développements, notamment je pense au contrat territoire d'industrie qui a été passé sur une échelle qui englobe aussi une coopération avec la Bigorre puisqu'il y a l'agglomération de Tarbes. Et c'est quelque part une histoire d'avenir qui s'écrit, c'est-à-dire qu'on a bien un tronc commun, un fond commun, historique, culturel, partagé. Quelque part, c'est dans ce partage-là qu'on pourra imaginer demain avec peut-être aussi des alternatives, d'autres façons de voir et surtout refaire ensemble peut-être, réimaginer ensemble d'autres modes de développement. Faire émerger le Béarn par les Béarnais. Alors c'est la volonté du pôle métropolitain du Pays de Béarn et de son conseil de développement au travers de l'enquête d'abord qui a été menée, qui quelque part, pour le Conseil du développement, la première action, on peut le dire, concrète, là, de dresser un portrait. Alors un portrait, j'allais dire presque pas, enfin, sensible, on peut le dire, un portrait sensible de ce Béarn et pas simplement une addition finalement de cartes postales ou d'images d'Épinal que l'on peut avoir les uns à côté des autres. Oui, portrait sensible puisque quasi instantané.
en cette sortie de confinement au mois de juin, où sur une période de 3 semaines, ce questionnaire identitaire a circulé rapidement et a délivré un regard, une photo spontanée, on pourrait dire un selfie d'ailleurs, Julie, du Béarnais, des Béarnais eux-mêmes, et à travers justement le succès populaire et instantané, 2000 réponses. On est à la limite du pouvoir de traitement justement de ce questionnaire. On a retiré un très joli minerai, quoi. Alors, la question, finalement, les questions qui étaient posées dans ce questionnaire, parce qu'en effet, quand vous dites 2000 réponses sur 3 semaines, sur un acte très volontariste, c'est mine de rien un très très beau résultat. Alors, qu'est-ce qui a intéressé les gens? Quelle a été finalement la question clé, selon vous, qui a déclenché comme ça un tel engouement de réponses? Je crois que le Béarnais tient son engouement pour le Béarn en lui-même, puisque cette démarche a été instantanée, a diffusé dans nos réseaux amicaux, professionnels, socio-professionnels, et les réponses furent fulgurantes de spontanéité, quoi. Donc la première conclusion, c'est l'appétit des Béarnais pour le Béarn. Et dès lors que l'on leur demande leur avis, dès lors qu'on les interroge sur leur territoire, l'heureuse surprise, l'intuition, nous savons quand même, nous sommes sûrement très, très fiers et en connivence avec ce territoire-là, c'est la concrétisation par ce succès. Alors, dans ce questionnaire, on parlait climat, paysage, patrimoine, gastronomie, culture, sport. On voit bien que toutes les thématiques étaient balayées avec des questions parfois un peu surprenantes. Exemple, si le Béarn était une matière, ce serait... Alors ça, parmi les questions qui ont été posées, ouais, on n'est pas dans le QCM classique du questionnaire, Julie. On n'est pas dans l'approche classique d'un portrait identitaire. On a fait volontairement le pas de côté pour demander aux gens de nous parler de leur Béarn, avec toute la subjectivité que cela présuppose, et avec tout aussi la nuance et la préciosité qu'on va avoir, nous, dans l'approche des réponses qui nous ont été faites. Ce selfie, cet autoportrait qui nous est donné, qui nous a été livré par les répondants, a apporté un certain nombre d'éléments, à la fois de force, mais aussi d'éléments qui nous permettent d'ouvrir le débat. Et cette démarche n'est pas une fin en soi, c'est le début. C'était une volonté, une vraie volonté de ne pas partir d'une approche classique de diagnostic objectivant, qui est menée par ailleurs, bien entendu. Oui, qui est menée par ailleurs, qui peut exister, qui peut évoluer au fil du temps. Là, il y a un côté très subjectif et très complémentaire, c'est ça, parce que là, il y a un côté subjectif, affectif, très temporellement marqué, parce que vous avez choisi de le faire, en effet, dans une période où, que nous vivons tous encore maintenant, mais qui, hors du temps, je dirais, qui est assez inédite. Est-ce que, selon vous, ça a influé dans le fait qu'autant de personnes aient répondu? Sûrement. Cet après-Covid cette période Covid était finalement, en quelque sorte, une période plutôt introspective sur chacun d'entre nous, sur nos territoires. Et c'est aussi une période d'introspection pour ce territoire-là, s'interroger sur les circulations, sur ses relations avec les métropoles et évidemment sur son pouvoir à la fois d'attractivité, son pouvoir aussi d'autonomie. Et la période, cette sortie de confinement, était une période idéale justement pour l'expression de ces sentiments-là. Et donc c'est pour ça que nous avions choisi, Conseil de développement, privé de réunions physiques prospectives par ce printemps étrange, d'inverser nos priorités, de faire passer le questionnaire justement en après-Covid, dans cette espèce d'aspiration là, et d'appel de valeurs, de bousculade de valeurs là, de l'après-Covid. Alors, qui a répondu au questionnaire? Parce que vous disiez 2000 réponses, etc. Est-ce que vous avez commencé à regarder s'il y avait, par tranche d'âge ou même par territoire, finalement, des particularités, ou finalement, les réponses ont été très larges? Alors, on est accompagné sur en cabinet, sur l'analyse, bien sûr. C'est l'agence d'urbanisme, effectivement, des Pyrénées-Atlantiques qui nous accompagne. On a dressé, quelque part, le portrait des répondants, évidemment. On a fait le choix de ne pas maîtriser la diffusion, ce qui est un choix fort, parce que... Vous n'aviez pas panélisé, comme on dit, ou en tout cas, ciblé. Tout simplement parce que pour nous, le profil des répondants était déjà en soi une première réponse. Pour rien vous cacher, on espérait vraiment avoir touché un cœur de cible qui étaient les acteurs actifs du Béarn, ceux qui y contribuent, ceux qui ont conscience d'en être, ce qui nous permet aussi
largement de mettre la nuance qu'il faut dans les réponses quand on est C'est capable de les analyser diffuser. ensuite, et bien sûr. Donc on est sur une très grande partie de répondants entre 24 et 64 ans. Vraiment, ce cœur de cible de nos actions et de cette action en particulier qui nous a révélé une vision du Béarn, peut-être, j'allais dire, beaucoup plus positive, dynamique et moderne que celle qu'on aurait pu imaginer ou pour attendre. Et Ouais. une vision de reconnexion et j'allais dire, de complémentarité de tous ces atouts, en révélant aussi toute la marge de manœuvre, parce que certains atouts demeurent malgré tout des sacrés potentiels. C'est ça. Donc ça veut dire à travailler, à développer encore. Jean-Marc. Oui, une petite précision quand même. Quand on dit que ce questionnaire était à destination des Béarnais, c'est toute personne. Alors, Oui, c'est pas de que les Béarnais de passage, naissance, ça peut être les Béarnais qui d'extérieur. étaient pendant cette Et donc, période-là on a en Béarn. Des répondants qui n'ont jamais vécu dans le Béarn, mais à qui on a demandé aussi leur regard à travers nos réseaux, parce qu'à un moment, ils ont contribué, ils ont par leur action économique, touristique ou d'observateurs, pu avoir des choses riches à nous confier, quoi. Le Béarnais utilisé ici est le Béarnais au sens maximal de sa valeur, quoi, en fait. Alors, parmi les points saillants, ou en tout cas les éléments qui sont ressortis, d'où la présence de nos invités, ici même, l'eau fait partie de ces éléments qui sont ressortis. De quelle façon, pourquoi, à votre avis, et puis au travers de quel message l'eau a-t-elle été associée en termes d'importance au Béarn? Qui répond? Julie. L'eau est ressortie comme un élément transversal à plusieurs titres et vraiment de façon omniprésente. C'est ce qui Omniprésente. Cette omniprésence-là, elle est visible à travers tous les champs qu'on a souhaité traiter. Vous l'avez dit, le questionnaire abordait des champs très larges et notamment des choses qui relèvent de l'imperceptible, de l'immatériel, du vrai sensible, de l'ambiance. Oui. Et l'eau était toujours un élément qui était présent dans le top 3 des réponses à minima. Quand vous dites l'eau, je précise, toutes ses sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas seulement le gave, parce que les gaves, par exemple, on peut très bien imaginer qu'en effet, la façon dont ils structurent d'ailleurs, hein, le territoire, ça revienne facilement, mais là vous dites ça va au-delà de ça. Évidemment, l'eau démarre très concrètement de la montagne, passe par les fleuves, le gave, les baïses, les zones humides, bien sûr, puisqu'on en parlera tout à l'heure, le stade d'eau vive. Le stade d'eau vive, à bien chaque sûr. moment, l'eau est présente au moment quand on interroge sur le sport emblématique du Béarn, le kayak n'est pas loin, Ouais. vraiment pas loin, hein. Et troisième, je crois, si je m'abuse. Bon, évidemment, les sports de pleine nature dans lesquels le ski, mais j'ajouterais aussi, vu au regard de son poids dans la tempérance climatique du Béarn, Oui. l'océan a son rôle à jouer. Sa masse d'air, d'eau, de tempérance qui Oui. nous tempère les températures et nous délivre un climat le plus apaisé qui soit ici en Béarn. Sa pluviométrie, bien sûr, qui est rappelée, évidemment, dans les sympathies du Béarn, mais aussi dans ses inconvénients, bien sûr. Ben oui, Et puis, évidemment. j'irai même plus loin. Le modelé des paysages lié directement à ce climat particulier d'océan et de montagne. Peut-être va-t-il jusqu'à aussi façonner ces caractères apaisés, plutôt tempérés des Béarnais. Voilà. C'est bien connu. C'est à C'est fouiller. bien connu. C'est C'est bien à connu. fouiller. Donc, Je ne mettrai pas une analyse scientifique. Comment dire, derrière vos propos, mais on sent bien qu'il y a en tout cas de l'observation. On sent bien qu'il y a de l'observation. Alors, c'est incontestablement autour des gaves que l'on pense évidemment en premier la représentation de l'eau. Hein, on le disait sur ces territoires-là. On va parler tout à l'heure de l'eau comme une ressource environnementale, comme une ressource économique également. Ça va être intéressant de nous rendre compte à quel point autour de l'eau, l'économie, d'abord c'est tissé, il doit continuer à se tisser. On va parler d'une dimension patrimoniale et touristique également, ludique, mais pas que ludique, sportive, hein, avec en effet le parc Aquasport. Mais voici d'abord quelques images pour finalement nous plonger, sans faire de jeu de mots d'ailleurs, dans cette structuration des paysages de notre territoire autour de ces gaves. Voici un film baptisé Parcours des gaves qui va nous permettre de plonger en plein cœur du sujet. Regardez. Il fait chaud, c'est l'étiage.
l'Ougabé, les gaves. Nous connaissons cette période de basse eau de juillet à septembre. Mais même au cœur de l'été, moi, Aspe, j'affouille, je goulotte, je cascatelle depuis le cirque où je suis né. Et au printemps et à l'automne, j'enfle, je déborde, car les gaves sont de grands tumultueux, même dans ce doux climat méridional. Il faut dire que la pente est forte et le tracé court jusqu'à l'océan. C'est l'appel du large pour nous autres montagnards. Ma vallée en V, creusée patiemment par l'érosion, est d'un classicisme parfait. Aspe, je pourrais te parler de calme et de volupté. Mais moi qui suis d'Ossau, je sais bien que mes origines ne sont que fracas et éboulements. Je fraye mon chemin parmi les dépôts de moraines, même si j'ai quelques rondeurs avec ma vallée glaciaire en U. Tu sais que la pluie et la neige rythment notre voyage, façonnent notre visage. Nous sommes torrentiels et sauvages, et habités aussi. Notre bouillonnement cache un havre pour de nombreuses espèces, telles que saumon, truite, dessement. Mais comme tous les gaves, après les forêts de pente, je sais m'étendre parmi les tourbières, les prairies, les landes et les marais. De mes pierres et de mes galets sont bâties des maisons. Et j'ai le bleu-vert des éléments qui m'entourent. Mais nos cœurs purs, aux eaux poissonneuses, savent également être civilisés. Nos lits ont guidé le tracé des routes et des voies ferrées de ce pays. Ils ont produit des activités industrielles, hydroélectriques. Des bourgs et des villages se sont dressés sur nos rives. Il y a aussi à l'endroit de votre rencontre comme un air de civilisation. Ah, les confluences. Gave de Laurent, je suis née de vous, Aspe et Ossau. Et je peux moi aussi raconter l'artisanat des hommes. Je me souviens du lavage des pots, du radelage pour le transport du bois. Au fond de la vallée, on ne sent plus la pente. Je glisse doucement vers la mer. Je vois tourner les moulins, pousser les cultures. Moi qui afflue dans tes eaux, je connais aussi les méandres d'une vallée alluviale au débit lent. On me nomme vert, je suis karstique. Le calcaire, c'est bien, ça permet de jolies dolines. Mais, Oloron, n'as-tu pas souffert de cette proximité avec les hommes, toi qui un temps fut utilisé comme égout? C'était autrefois. Aujourd'hui, nous sommes protégés. Nous sommes la qualité de ce territoire. C'est vrai qu'il y a les loisirs. Nous sommes synonymes de bien-être et nous sommes beaux. Nous pouvons tant donner si nous sommes respectés. Après tout, à travers nous, il est question de l'identité des Pyrénées béarnaises. Un film absolument superbe. Il est question à travers donc ces gaves de l'identité des Pyrénées béarnaises. Je vous voyais acquiescer Jean-Marc pendant la diffusion de ce film. Il est fort en message, en contenu. D'abord, il est très pédagogique, il est très bien fait ce film parce qu'il y a une pédagogie qui peut se lire à plusieurs niveaux de compréhension. Évidemment, il y a de très belles images, ça va sans dire. Mais au-delà de ça, il révèle quelque chose en effet d'une forme d'appropriation, hein, quelque part, entre le territoire, les gaves, le territoire. Oui, enfin, sa puissance de création historique, on l'a vu, les voies de communication qui ne sont jamais faciles en montagne, la richesse économique, qui sont nées, on va passer au Laurent, avec son passé et son présent industriel et artisanal, dont une bonne partie est liée justement à l'existence des gaves, d'énergie. On peut aussi parler de l'hydroélectricité. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec un de nos intervenants, absolument. Et tout ça lié avec l'histoire des hommes, avec un façonnage sociologique aussi particulier dans les montagnes, dans les territoires ruraux, qui sont aussi liés à la culture, à l'agriculture et à la circulation de l'eau, et celle des gaves en particulier. C'est un château d'eau
infini, nos montagnes, nos vallées pyrénéennes, un château d'eau infini, une richesse incroyable. Et Dieu sait si, pardonnez-moi l'expression, mais si l'eau, la valeur de l'eau, revêt de plus en plus d'importance maintenant, quoi. C'est clair, absolument. Alors, on va parler de l'eau comme ressource environnementale, ressource en matière de biodiversité, faune, flore, évidemment. Thierry Laporte, vous êtes responsable des cellules des zones humides au Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. D'abord, on va rappeler peut-être le rôle et les missions du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, avant de parler après spécifiquement, de zoomer spécifiquement sur le Béarn. Oui. Alors moi je travaille particulièrement dans le cadre de la cellule d'assistance technique zone humide des Pyrénées-Atlantiques, où là l'objectif, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est d'accompagner les gestionnaires, donc les Béarnais notamment, qui gèrent des espaces humides, les accompagner dans la conservation, la restauration, voire dans certains cas la valorisation de ces milieux. Le CEN Nouvelle-Aquitaine, dont je fais partie, a une mission aussi d'amélioration de la connaissance sur ces milieux-là, de conservation, de gestion et de valorisation, et est gestionnaire d'un certain nombre de sites naturels, notamment sur le Béarn, où là, ils portent des projets de restauration et de conservation des habitats. Une autre des missions qui est développée sur le Béarn, notamment, en lien, en partenariat avec les communautés de communes et d'agglomérations, c'est un travail sur les connexions écologiques, donc ce qu'on appelle communément les trames vertes et bleues. Donc là, on accompagne ces collectivités territoriales pour définir justement, parce que c'est un enjeu très important, on parle de sites naturels, mais ces sites naturels, pour qu'ils puissent être préservés dans toutes leurs dimensions, y compris au niveau de la biodiversité, il faut pouvoir assurer des connexions entre ces sites-là. Et donc il y a un énorme travail qui est mené aujourd'hui et depuis quelques années avec les intercommunalités du Béarn sur ce sujet-là. Vous avez, on le voit bien au cœur même de votre représentation, les acteurs de la société civile, des organismes, vous le disiez, liés à la protection de l'environnement, les collectivités territoriales, etc. Et est-ce que finalement, je vous pose une question sans tabou, toutes ces personnes-là, parfois venant d'horizons très différents, dont on peut se dire qu'au niveau des usages, des pratiques, quelle que soit finalement l'importance commune qu'ils ont autour de l'eau, est-ce que toutes ces personnes arrivent facilement à parler ensemble ? Alors oui, effectivement, avec de la bonne volonté, tout le monde arrive à concilier finalement les usages avec la protection, la conservation, voire dans certains cas la restauration du patrimoine naturel et des zones humides. Donc nous, c'est notre travail au quotidien, c'est qu'on essaie de rassembler les acteurs locaux autour de la table pour trouver des solutions adaptées donc à la conservation du patrimoine naturel. Et alors ce patrimoine naturel, selon vous, on va arriver à le transmettre aux générations futures ? C'est tout l'enjeu, effectivement, c'est de le conserver pour les générations futures. Alors bon, on parle de biodiversité, mais c'est pas. Alors si on parle des gaves, ils assurent aussi des fonctions vraiment majeures pour les collectivités, des fonctions de stockage de l'eau. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Les gaves, en fait, on peut plutôt parler de chevelus. Donc, effectivement, ça part des têtes de bassin versants. Non, l'image est belle, tout à fait. Des têtes de bassin versants en montagne, effectivement, où là, on a des réservoirs d'eau importants. Et ces réservoirs d'eau, c'est les zones humides, en gros. D'autres habitats aussi, les forêts aussi jouent un rôle important. Mais ces zones humides-là sont vraiment très importantes pour stocker l'eau dans ces zones d'altitude et pouvoir soutenir les étiages, justement, des gaves plus en aval. Et après, donc, les gaves aussi assurent des fonctions physiques, biogéochimiques, donc avec l'épuration des eaux de surface ou la limitation des risques d'inondation. Donc voilà, tout ça, disons qu'il ne faut pas voir les gaves comme uniquement un patrimoine au niveau de la biodiversité, ce qui est déjà pas mal, c'est vrai que c'est très très riche. Ce qui est déjà une formidable richesse. Et, bien sûr. Mais aussi pour la collectivité, c'est aussi des fonctions qui sont assurées, des services rendus qui sont vraiment vitaux pour la collectivité, quoi.
Alors, c'est parmi les capacités finalement données permises par l'eau, vous le disiez tout à l'heure, il y a un développement économique également, c'est une ressource économique incontestable. Et pour preuve, nous allons accueillir celui qui est responsable du groupement d'usines du Bar-Alais, qui est avec nous en liaison téléphonique, Christophe Lespiaud, qui doit être avec nous. Bonjour Christophe Lespiaud. Oui, bonjour à tous. Merci de nous donner quelques instants de votre temps. On va parler d'hydroélectricité, et en particulier en Vallée d'Aspe. Un mot peut-être d'abord pour vous présenter le groupement d'usines du Bar-Alais, s'il vous plaît. Alors, le groupement d'usines de Bar-Alais est situé en Haute-Vallée d'Aspe. Il a la particularité de démarrer côté espagnol, puisque la première retenue, qui est le lac d'Estaing, se trouve au-delà de la frontière franco-espagnole. Oui. Donc, on a une convention avec eux pour exploiter cette retenue. Et ensuite, on a 5 autres usines qui s'enchaînent en fait derrière. Donc, l'usine d'Estaing au pied du barrage, l'usine de Forge d'Abel au pied du tunnel du Somport, une petite usine sur la commune de Bors au niveau de l'Aubise, pour ceux qui connaissent les randonnées locales. L'usine de Bar-Alais située au pied de la commune d'Urdos. Ensuite, on avait l'usine d'Éguin, avec de chute Éguin-Lesquin, là, à proximité de l'usine Toyal, qui produit de la poudre d'alumine, sur la route de Lesquin, et l'usine d'Esquite, pour terminer, qui est sur la commune d'Acous, en bas du Haut-de-Vallée. Alors, pendant que nous conversons, on voit quelques images qui sont magnifiques, issues d'un film d'ailleurs qui est visionnable au centre d'information au public, qui est situé à Oloron-Sainte-Marie et qui présente en particulier les enjeux liés autour des aménagements, avec à la fois une mise en valeur des paysages locaux et puis, encore une fois, ces atouts, ces enjeux liés à l'économie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous qualifieriez le présent que nous vivons autour du développement économique et autour des enjeux liés à l'hydroélectricité? Écoutez, le développement économique, déjà, ça passe par l'ancrage territorial de notre société, puisqu'on est en relation très étroite avec les communautés de communes locales, donc un peu partout en France, et notamment ici sur la Vallée d'Aspe, puisqu'on avait mis en place un pacte avec une relation privilégiée sur l'ancien périmètre des de la communauté de communes je ne me rappelle plus comment elle s'appelait d'ailleurs. C'est pour dire à quel point maintenant on est passé à une autre étape. Donc vous avez raison de situer ce moment important de l'histoire, tout à fait, des communautés de communes. Et là, maintenant, on est en relation étroite avec la communauté de communes de Haut-Béarn, donc qui réunit les anciennes communautés présentes sur les sites. Et donc, cette communauté de communes s'est inscrite dans le TEPOS, là, le territoire à énergie positive. Énergie positive, oui. Voilà, donc l'hydroélectricité s'intègre totalement dans cette démarche. Et nous, ce qu'on apporte aussi à cette communauté de communes et aux communes qui la composent, c'est les retombées économiques, et bien sûr, les taxes qu'on peut reverser, qui représentent un quart du coût de revient de notre mégawatt, quoi, en fait. Bien sûr. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Christophe Lespiaud, et je crois qu'on a eu ce sujet-là, on a partagé ce sujet-là dans d'autres débats, mais est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'hydroélectricité a toute sa place, ou est-ce qu'il reste encore du potentiel de développement autour de cette logique hydroélectrique? Il reste toujours des projets dans les cartons. C'est sûr que c'est compliqué parce que malgré tout, ça a toujours un impact sur l'environnement. Bien sûr. Il y a une continuité écologique à respecter sur les gaves. Il y a des transits sédimentaires à favoriser également. Donc tout ça, ça a un impact évidemment qui n'est pas neutre sur la préservation de toute cette biodiversité. Et le développement est compliqué, malgré tout, il reste des potentiels exploitables et il faut trouver le bon compromis entre l'énergie propre et la préservation de l'environnement pour pouvoir encore créer de nouvelles structures. Depuis des siècles, l'homme exploite la force de l'eau des montagnes. Au cœur des Pyrénées, dans la vallée d'Aspe, cette ressource naturelle permet de fabriquer une énergie renouvelable, l'hydroélectricité. Tout commence ici, en Espagne. L'eau est recueillie puis stockée dans un lac.
Ce réservoir d'altitude est le premier maillon d'une longue chaîne de production qui sera mise en œuvre en fonction des besoins du réseau électrique. Donc on a toute une chaîne d'installations qui marchent les uns à la suite des autres. Et dès qu'on a turbiné dans une usine, on recapte l'eau pour la suivante. Le complexe industriel de la vallée d'Aspe fait partie d'EDF Hydraulique Sud-Ouest, qui s'étend de la Méditerranée à l'Atlantique. Le complexe dispose d'une puissance de 96 MW, soit l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une ville d'environ 150 000 habitants. Partout dans la montagne, il y a du captage, des galeries, des conduites forcées, des siphons, et tout ça à entretenir. Le principe de l'hydroélectricité est celui du moulin. L'eau est acheminée vers une turbine et la met en rotation. La turbine entraîne un alternateur qui génère le courant électrique. Un transformateur élève ensuite la tension pour faciliter le transport de l'électricité sur de longues distances. À tout moment, et lorsque le réseau l'exige, il est possible de démarrer la production. Dans la salle des commandes, les agents contrôlent en temps réel le bon déroulement des opérations à partir des informations qui leur parviennent en permanence sur l'état des barrages et le débit des rivières. Nous, notre métier, c'est d'abord l'exploitation, c'est le pilotage, le savoir faire fonctionner, savoir mettre en sécurité et en sûreté les installations. C'est assez polyvalent, on touche à la mécanique, à l'hydraulique, à l'électricité, donc on est tous un peu complémentaires. L'hydraulique, avant tout, c'est un métier passionné. Il faut déjà, au départ, aimer la montagne, aimer la nature, puisque nos installations sont parfois aux quatre coins des massifs montagneux. Il faut y accéder à pied. Entretenir, surveiller et justement diagnostiquer. Savoir un peu anticiper des problèmes éventuels et les corriger. Nous avons un personnel d'astreinte qui est prêt à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ensuite, on a des maintenances qui nous permettent de maintenir opérationnels tous ces ouvrages et pour les garder le plus possible dans le temps. Il faut que l'outil soit opérationnel à 100% et 24 sur 24. Des prises d'eau dispersées dans la montagne permettent de récupérer le précieux liquide et de l'acheminer vers les turbines. Les agents d'EDF entretiennent régulièrement ces ouvrages, soumis aux rudes conditions climatiques de l'altitude. Un réseau souterrain long de plusieurs dizaines de kilomètres achemine l'eau vers les turbines. Des opérations de maintenance et de contrôle y sont régulièrement effectuées. Dans les usines, les machines sont soumises à de nombreux contrôles et à un entretien permanent. Dans la centrale d'Azaspe, l'équipe de maintenance effectue le remplacement des groupes de production. EDF développe également des programmes de rénovation de grande ampleur. Le barrage de Peyou est ainsi renforcé. Ce chantier, innovant de par sa forme en marche d'escalier, est une première en France et permet au barrage une meilleure résistance en cas de crue. EDF développe de nombreux programmes de protection de l'environnement afin de limiter l'impact des ouvrages sur la vie des rivières. Il faut que nous soyons le plus transparents par rapport à l'écologie et aux animaux. Donc là, un exemple pour faire monter les poissons, nous avons un ascenseur à poissons qui permet de faire passer différents poissons, alors ça peut être truite, saumon, anguille, pour nous permettre de les faire remonter de l'aval du barrage à l'amont. On collabore avec la pêche, avec les sports nautiques, les guides de haute montagne, le parc national. L'important, c'est l'enjeu environnemental, de pouvoir préserver les espèces endémiques de la vallée, aussi bien les plantes que les oiseaux, qui sont des espèces en voie de disparition pour la plupart. Donc. Ils étaient là avant nous, donc nous, on est juste locataires, on va dire. Voilà. Ainsi, les 40 agents d'EDF présents dans la vallée d'Aspe contribuent chaque jour à produire une énergie d'avenir, tout en participant activement à la vie du territoire. Je suis Aspois. Je suis né ici, donc je me trouve très bien dans la vallée. C'est assez attirant comme métier, puis en plus on est proche de la nature, dans une région qui est superbe. On est dans des endroits où on est payé pour y travailler, alors que les gens prennent des vacances pour y venir. On a cette chance-là, c'est vrai. Jean-Marc Grusson, les compromis, les équilibres, moi je préfère toujours ce mot, mais en tout cas les équilibres à trouver, je pourrais poser d'ailleurs la même question à Thierry Laporte, ils sont quelque part, des préoccupations permanentes, parce qu'il faut trouver des bons équilibres entre une utilisation touristique, les enjeux liés à l'économie, à l'hydroélectrique, la préservation de la biodiversité, la garantie également quelque part de cet enjeu patrimonial dont nous parlons.
tout est une question d'équilibre, de dosage. Et est-ce qu'on est parfois, assez responsable dans notre capacité à avoir assez de recul pour se dire justement quel bon dosage, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller? Bien sûr, d'autant plus que tout n'est pas dépendant des hommes ni du local, puisqu'il y a c'est vrai, évidemment, des règlements qui s'imposent à nous, quels que soient nos choix, nos vœux et nos prospectives. Évidemment. La délicatesse de la chose, c'est que le champ dont vous avez parlé, l'énergie propre, l'hydroélectricité, la biodiversité, la continuité écologique, le développement touristique, on parle là de valeurs vertueuses. Ça veut dire des axes de développement, quels qu'ils soient, et pour lesquels tout le monde abonde. Nous imaginons, nous, du côté du Conseil de développement, et nous appliquerons à le clamer, le dire et l'appliquer. Tout se passera dans la discussion. On parlait du potentiel hydroélectrique. Partout où il y a du dénivelé, il y a du potentiel hydroélectrique. Forcément, ces milieux-là, montagnards, sont des milieux d'une richesse extraordinaire et bénéficient aussi de la qualité d'attractivité que l'on attend quand on souhaite développer économiquement des territoires qui ne sont peut-être pas voués à un développement industriel, du moins c'est ce que l'on suppose. Et l'idée du débat, l'idée de la tempérance pour ce qui concerne le Béarn, ce dont on s'occupe ici, tout se passera dans le dialogue, la bonne volonté, la bienveillance, et je veux croire que l'outil Conseil de développement du pays de Béarn aura son rôle à jouer, justement, dans ces aides aux arbitrages. Avec Thierry Laporte, comme ça, une capacité à faire discuter en effet des personnes qui ont autour d'elles des préoccupations de biodiversité, des acteurs de grand format, comme celui que représente notre interlocuteur au téléphone, qui interviennent sur les territoires, comme d'ailleurs également des personnes pour qui la production agricole et fait partie du quotidien. Et on va parler du tourisme et du sport dans quelques instants. Encore une fois, faire discuter tous ces gens ensemble, parler d'avenir autour de ce patrimoine. Alors déjà, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de trop généraliser. C'est-à-dire, il faut vraiment traiter les sujets au cas par cas. Protéger, par exemple, on a parlé dans le film, le décement des Pyrénées, qui est une espèce emblématique, vraiment des Pyrénées, endémique des Pyrénées et des monts Cantabriques et du quart nord-ouest de la péninsule ibérique. Donc c'est vraiment une espèce à aire restreinte. Qui est d'ailleurs menacée de disparition. Il faut le prendre en compte vraiment dans toute sa dimension. Protéger les zones humides de montagne, c'est-à-dire des tourbières, des marais, etc., qui ont justement cette fonction de stockage de l'eau. Là, on va passer par le biais d'autres actions et avec d'autres acteurs. Vous l'avez dit, ça va plutôt être le pastoralisme, donc avec les éleveurs. Sur le décement, on a déjà travaillé avec les acteurs de l'hydroélectricité. Il y a un projet européen qui a été réalisé, un programme LIFE, et donc ces acteurs ont été totalement investis et intégrés à ce projet-là, et donc on a travaillé avec eux sur aussi comment améliorer déjà l'existant, parce qu'on parle des possibilités de développement, mais il y a aussi déjà travailler sur l'existant, améliorer l'existant, bien sûr. Donc ça, c'est une piste déjà importante à réaliser. Déjà, ça permet déjà effectivement de travailler en commun sur des actions comme ça avec l'ensemble des acteurs. Et puis après, on peut voir au niveau du développement ce qui est acceptable ou ce qui l'est pas. Mais c'est vrai que des fois, pour des espèces emblématiques comme le décement, c'est très compliqué parce que on ne va pas pouvoir réduire l'impact. C'est très compliqué de réduire l'impact sur cette espèce-là, qui a une écologie très particulière liée aux cours d'eau de montagne, donc des torrents très bien oxygénés, froids, etc., avec une ressource alimentaire très particulière, des insectes aquatiques très particuliers. Ça va être compliqué, quoi. Voilà. Donc il y a une graduation, on va dire, dans les enjeux. Par rapport aux espèces, par rapport aux habitats naturels.
Et après aussi des acteurs différents qu'il faut réunir effectivement autour d'une table pour trouver des solutions appropriées, quoi. Alors il y a les acteurs qu'il faut réunir parce qu'ils vivent, ils grandissent sur ces territoires, ils s'installent ou autre, et puis il y a ceux qui viennent ponctuellement, Julie, les touristes. Parce que l'attrait, mine de rien, du Béarn, on l'a bien vu dans le premier film d'ailleurs, hein, il est aussi lié quelque part, enfin en tout cas les gaves, l'eau a toute sa place dans l'attrait touristique de ce territoire. L'eau est un attrait essentiel. Jean-Marc tout à l'heure disait qu'il contribue déjà à une douceur climatique qui nous caractérise presque tout au long de l'année, j'allais dire. Oui, en tout cas, tout à fait. Qui apaise, qui adoucit, qui amortit un petit peu les phénomènes un petit peu plus extrêmes qu'on pourrait connaître par ailleurs. Et oui, il y a un potentiel touristique énorme, mais j'irais peut-être un petit peu dans le même sens en disant que tout l'enjeu qui semble apparaître, c'est au-delà de l'équilibre que vous évoquiez, c'est peut-être plus de trouver les éléments de complémentarité. Ah oui. Il y a vraiment une... C'est ça, pas être dans le plus petit dénominateur commun, mais plutôt de trouver la complémentarité, l'addition des choses finalement. Au-delà de l'addition, vraiment le fait que les choses se combinent les unes avec les autres, ouais. Et que dans la capacité qu'on aurait à pouvoir proposer des usages, ouais. Ou de nouveaux modes de pratique qu'on pourrait imaginer, en tous les cas, de ne pas faire de cet atout quelque chose qui serait excluant des autres enjeux qui par ailleurs contribuerait à sa préservation. Et en ça, toute l'approche développée par le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées béarnaises fait ce pont-là. Le patrimoine dans une conception moderne, c'est à la fois un pont, parce que c'est ce d'où on vient, là d'où on vient, c'est la capacité qu'on a à faire maintenant pour le préserver et le transmettre. Cette notion de transmission, c'est bien aussi une notion de réappropriation, donc d'usage, qui évolue avec le temps. Mais pour autant, si on veut se permettre de pouvoir livrer avec autant de bonheur qu'on a à le vivre ce territoire aux générations futures, je pense qu'on est dans cette quête de vraie complémentarité de nos approches pour qu'on puisse imaginer d'autres choses tout en préservant ce qui nous est donné. Didier Bellac, vous êtes le directeur du parc Aquasport. Alors tout à l'heure, dans les images qu'on a vues, on a vu de la pratique de kayak d'une façon, allez, j'ai presque envie de dire, traditionnelle, ou en tout cas celle qu'on imagine bien, sur la descente des gaves, etc., etc. Et vous dirigez un lieu qui est une forme d'aménagement tout à fait particulière, originale, assez unique d'ailleurs. Hein. Dans le paysage, il y en a peu de ce genre-là au niveau mondial, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Vous dirigez un parc Aquasport. En quoi aujourd'hui ce stade d'eau vive, pour reprendre son nom, j'allais dire initial, s'inscrit-il dans ce dont nous venons de parler quelque part, c'est-à-dire des nouveaux usages, des nouvelles pratiques et quelque part une valeur ajoutée que l'on peut trouver autour de l'utilisation intelligente des gaves? Alors bonjour Eric, donc le stade d'eau vive, ou maintenant qu'on appelle parc Aquasport, donc le parc Aquasport a vraiment son nom aujourd'hui dans le fait que c'est un endroit, un lieu où les gens peuvent venir pratiquer des activités, que ce soit des activités de tourisme ou des activités sportives. On va voir quelques images qu'on diffuse souvent ici, notamment parce qu'on a refait cet été des images de drone, donc on va pas se priver de regarder ces quelques images autour de cet aménagement, alors qui, pour beaucoup, hein, cela dit Didier, correspond à un aménagement qui a été fait pour la pratique du sport à haut niveau. Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça, vous le dites très souvent, et tout le monde peut s'approprier ce lieu. Il n'est pas réservé qu'à l'élite du kayak qui, cela dit, choisit régulièrement ce lieu pour s'entraîner. Pour preuve, ce qui va encore arriver là. Oui, effectivement, on va qualifier ce site comme étant la capitale européenne des activités de slalom, hein, des activités olympiques d'eau vive, mais c'est également un site très privilégié hein, au pied du centre de ville de Pau, où l'on peut pratiquer, que l'on soit novice, toutes les activités que l'on peut proposer au stade d'eau vive. Donc le rafting que l'on connaît bien, dont on a vu les photos tout à l'heure, les images plutôt sur le gave d'Osso. Mais vous voyez quelques rafts qui descendent le stade d'eau vive. On pratique aussi des activités individuelles et la fameuse bouée de façon à avoir une activité vraiment à tout niveau. Très simple et ludique. Voilà, très simple, style parc aquatique, quoi. Ouais. Alors, la renommée, est-ce que selon vous, vous le disiez tout à l'heure, ce parc Aquasport qui, mine de rien, au niveau européen et au niveau mondial, hein, une vraie place aujourd'hui hein, dans le périmètre, est-ce que vous diriez qu'il contribue totalement à la renommée, à la connaissance des gaves?
de ce territoire, bien sûr, mais à la connaissance, une meilleure connaissance des enjeux liés au GAV, à l'eau en général. Je dirais que oui, parce que c'est quand même un centre d'attraction, ce parc aquasport, que ce soit pour le tourisme ou pour le loisir. Et le Béarn est quand même reconnu comme la région des gaves, la région des rivières. Nous, la grande difficulté qu'on avait, parce que je ne suis pas loin d'origine, quand on était petit... Ça arrive à tout le monde, vous excusez pas Didier, ça arrive à tout le monde, allez-y. C'est de trouver des endroits où on pouvait faire de l'eau plate. Ouais. Nous, notre réputation chez nous, c'est qu'on a de l'eau vive. Et du coup, on est connu internationalement pour ça, en tout cas dans le monde du canoë-kayak. Ce type d'aménagement, Jean-Marc, quand on le regarde, avec le recul finalement, tout à fait au départ, il a suscité des questions. Alors non pas des... Mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Alors que finalement, on a des choses tout à fait naturelles. Qu'est-ce qu'on vient construire là? Comment vous voyez finalement aujourd'hui ce que représente le parc aquasport, le stade d'eau vive, avec maintenant une belle antériorité, puisqu'on se souvient des prémices avec la famille Estanguet. Regardez où on en est aujourd'hui, avec un public qui, malgré les conditions cet été, est finalement venu en nombre. Très nombreux même. Très massivement. Quel regard vous portez sur finalement cette nouvelle mouture de l'utilisation du GAV? Aujourd'hui, tel qu'il est, ce stade-là s'impose comme une évidence. Cette filière sur laquelle on a osé parier il y a plusieurs décennies à travers le talent sportif de nos Béarnais. Vous en avez cité Eric, bien sûr. Il y en a tant d'autres. Et il y en a tant d'autres d'ailleurs. C'est pas du tout exclusif, non mais tout à fait. Qui viennent de loin justement pour faire prospérer leur propre talent. C'est le développement, la poursuite. J'ai entendu tout à l'heure le mot appropriation. Ouais. C'est l'appropriation d'une des valeurs sportives, culturelles, naturelles, dans le Gave de Pau, par le Béarn, par sa population, par ses acteurs associatifs, par ses acteurs aussi institutionnels, parce qu'à un moment donné, il a fallu parier sur un tel investissement. Et puis ça reste aujourd'hui pour les collectivités, etc., ça reste un investissement qu'il faut continuer à faire tourner, malgré la bonne équipe qui est au cœur là, de la gestion, ça reste un investissement. Et donc, pour arriver à l'idée que le parc aquasport, donc, aujourd'hui, dans sa dimension ludique, sportive, culturelle, réussie, est un exemple pour toute filière appropriée du Béarn. On a parlé tout à l'heure du Piémont-Loronnais avec la réappropriation du fort du Pourtalais. Ouais. On pourrait parler aussi de tant d'autres réappropriations. On pourrait parler de la filière saumon. C'est vrai, tout à fait. On passe aujourd'hui de consolider justement sa construction, sa durée, avec un gros travail je salue notamment Jean Labour, à travers sa présidence de la communauté commune du Béarn des Gaves. Tout ce côté visionnaire et réussi, dont la réussite la plus spectaculaire, dont je le redis, est sûrement le stade d'eau vive, dans son côté innovant, dans ce côté tellement évident aussi, que nous pouvons en être vraiment fiers. Julie. Oui, moi, il me semble que le stade d'eau vive... Il faut parler bien près du micro, pardon, Julie, merci. Ce qu'il nous dit, le stade d'eau vive, c'est que le Béarn, sur ces atouts-là, a toutes les raisons d'oser. Vous l'avez dit, quand le projet est sorti, ça a presque surpris. Ah oui, moi je me souviens très bien de cette époque-là, pour avoir fait le début des promotions, mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi pas? Et quelque part, tous ces atouts-là, qui sont des atouts qui se vivent dans une forme d'intimité, de quotidienneté aussi, il faut faire attention à ne pas les banaliser. Et c'est quelque part le point de vigilance qui nous semble nécessaire à l'issue de toute cette enquête, c'est que ces atouts, si on n'y prend pas cas, on risque de les détériorer, mais si on ne s'appuie pas dessus, on peut passer à côté de belles opportunités. Et quelque part, le stade d'eau vive, il nous dit que le Béarn a toutes les raisons d'oser autour de ses atouts, d'oser grand, d'oser fort, de s'imaginer un petit peu plus haut, un petit peu plus loin que ce qu'il a pu faire. Non pas qu'il ait mal fait, mais que peut-être... Mais qu'il y a encore une étape à franchir, d'autres étapes. Il y a une étape qui peut être franchie, ça ne veut pas dire à tout craint, loin de là. Mais par contre, osons. Osons, ça vous va bien, ça, cela dit, avec les nouveautés aussi que vous essayez de mettre en place. Quand je dis nouveautés, ça ne veut pas dire forcément des attractions spectaculaires, mais ça veut dire une nouvelle façon, en effet, d'aborder la pratique sportive, de diffuser quelque part l'envie, une meilleure connaissance, l'appropriation. C'était un des grands enjeux, là, quand vous avez repris la gestion du parc aquasport, c'est un des grands enjeux que vous avez mis en avant dans votre dossier. Oui, on est ambitieux et on est un petit peu fou dans nos pensées et nos idées, mais
L'idée, c'était d'abord de faire venir les gens sur le site. Ouais. Voilà, d'abord le site et ensuite les activités. Ça va de soi, les activités, une fois qu'on est sur le site. Bien sûr. On sent bien, on est là pour passer du bon temps, pour se reposer, pour se promener. Et du coup, automatiquement, on voit ce qui se passe sur le site. Le site est vivant, il y a de l'activité tout le temps. Les activités, on essaye de les faire perdurer, on les fait évoluer, on en crée d'autres. On a fait une vague à surf statique l'année dernière. Qu'on continue à préparer pour l'année prochaine, j'espère, ou les années futures. En tout cas, on essaye de faire bouger le site, d'inventer les choses, de changer aussi les mouvements d'eau sur le parcours de façon à que tous les ans, les gens retrouvent un parcours un petit peu différent. Et voilà, on a encore plein d'idées. Thierry, on pourrait se dire que ce genre finalement d'aménagement viendrait à l'encontre de ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Et vous faites partie de ceux qui disent, mais pas du tout. Alors oui, justement, bon, on va dire que c'est un projet justement qui a été conduit, on va dire, dans le bon ordre. Et c'est pour ça que vous dites pas du tout, en fait, parce qu'en effet, il y a un ordre. Il y a effectivement, on va dire, un chemin pour arriver à développer une activité de ce type-là. Et il ne faut pas rater les principales étapes. Une des étapes fondamentales, c'est la connaissance. Ouais. La connaissance des enjeux. Donc on parlait du GAV. Sur le GAV, il y a ce qu'on appelle les saligues. Tout le monde connaît ce terme-là. C'est des forêts alluviales qui sont inondables, donc qui bordent le GAV. Et dans ces forêts alluviales, déjà, ce sont des habitats d'intérêt communautaire qu'il faut protéger. Et puis, il y a plein d'espèces intéressantes. Bon, je vais en citer que quelques-unes. La cistude d'Europe, par exemple. C'est là, on va moins vous suivre que sur les saligues, mais allez-y. Voilà, donc bon, il y a beaucoup d'espèces, effectivement, qui sont inféodées à ces habitats et qu'il faut protéger parce que la plupart sont malheureusement menacées de disparition. Donc, une des premières étapes, c'était la connaissance, et la communauté d'agglomération s'est vraiment saisie d'abord de cette étape-là, complètement. Et en 2005, le CN Nouvelle-Aquitaine a produit une étude des milieux naturels remarquables de l'agglomération paloise, qui prenait en compte évidemment les saligues du GAV de Pau. Et donc on a pu identifier précisément les enjeux de conservation, ce qu'il fallait éviter de détruire, évidemment, en termes d'habitat. Les connexions qu'il fallait, on a parlé de connexions écologiques, mais qu'il fallait conserver aussi. Et puis les zones qui étaient peut-être moins sains en jeu, qui pouvaient effectivement supporter un développement économique. Être retravaillé différemment. Etc. Et de là, c'était déjà une idée qui était déjà dans la tête des élus, mais on a pu vraiment travailler sur un projet cohérent qui concilie effectivement les usages, la pratique des sports d'eau vive avec la protection du patrimoine naturel et notamment des saligues du GAV de Pau. Alors, on va arriver au terme de cette émission, mais consacrer, j'ai envie de dire, un zoom particulier, un éclairage particulier sur l'eau, sur ce que ça représente, encore une fois, au niveau du Béarn. Ça nécessiterait de passer beaucoup d'autres heures supplémentaires, finalement, autour de ça. Et on voit bien que, Jean-Marc, ce thème de l'eau, c'est un des thèmes parmi d'autres, encore une fois, qu'il faut arriver à faire émerger. De quelle façon une structure comme la vôtre, une structure comme le pôle métropolitain va-t-il arriver petit à petit aussi à prioriser ses actions, à mettre en musique quelque part cette fameuse cohérence que les uns les autres vous appeliez de vos voeux. Alors vous allez y répondre. Julie, je vous prendre le micro. Cette mise en cohérence, Cette mise en cohérence, cette priorisation, elle est d'abord le fait de nos élus. On a débuté l'émission en disant qu'il y avait un moment un peu historique qui se passait avec cette fédération. Je pense que cette fédération, à l'échelle des 8 intercommunalités et les communes du Montagnérès qu'on avait oublié tout à l'heure, mais qui viennent rejoindre la démarche, de fait, permettront une mise en cohérence parce que ce qu'il va permettre, c'est de considérer le Béarn. Le Béarn dans sa diversité, le Béarn dans ses complémentarités, dans ses parfois aussi enjeux concurrentiels qu'on aura effectivement considérés. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire comment ça va se passer. En tout état de cause, qu'il me semble, c'est que les conditions sont réunies pour que ça se passe. C'est qu'il y a une bascule qui peut s'opérer et que c'est la responsabilité de nos élus et surtout leur engagement à le faire rapidement, presque, j'ai envie de dire. C'est ça, à l'échelle du temps. Jean-Marc, un mot de conclusion. Enfin, je vous demande à chacun qui est allé essayer la bouée au stade d'eau vive. Faites attention, parce que ce sera la dernière question qui tue. Donc, Jean-Marc, l'eau.
pour le viticulteur d'ailleurs que vous êtes, l'eau. De quelle façon vous en parlez, vous? J'avais presque envie de dire de façon sensible et presque amoureuse. On en a parlé économiquement, on en a parlé au niveau environnemental, on en a parlé au niveau de l'attractivité, on en a parlé au niveau sportif, encore une fois. Et pour vous, l'eau, qu'est-ce que c'est finalement? L'eau en Béarn, c'est quoi? Alors, si vous m'interrogez sur le volet professionnel qui est le mien, l'eau est un facteur le plus déterminant de l'équilibre. Eh ben oui. De l'équilibre du fruit, de l'équilibre du végétal. Son alimentation conditionne la santé du végétal, sa belle activité physiologique. Pour ce qui est du vin, qui est sûrement le buvard le plus délicat pour dire l'équilibre climatique de l'année, dont l'eau est un élément totalement essentiel, notamment en ce moment, puisque cet été 2020 est en train de marquer au fer rouge les raisins qu'il est en train de produire, donc le millésime à venir. C'est acquis. La pluviométrie donc, est un des facteurs fondamentaux. Alors pour l'animateur du Conseil de développement du pays de Béarn, aidé aussi de quelques personnalités, belles personnalités qui ont bien voulu donner de leur temps dans cette tâche, je peux penser à Didier Laporte, à Patrice Bernos, à Nino Roth aussi et Jean-Brice Barana, qui nous accompagneront dans l'animation de groupes thématiques pour justement réfléchir à ce marketing territorial, donc alimenter cette réflexion-là. L'eau sera forcément le lien de l'agriculture, de la coopération, de l'énergie. L'aspect environnemental aussi sera abordé de manière la plus maximale possible par tous ces bénévoles et ces membres désignés. Donc voilà. Et l'eau facteur, voilà, tout ça pour dire que l'eau facteur d'équilibre peut être étendu justement à toutes ces réflexions-là. Et c'est sûrement une belle signature de caractère du Béarn que de parler de l'eau, de ses influences positives, de son abondance, de l'attention que nous devons lui consacrer, et dans son exploitation, dans son côté ludique. Et donc voilà peut-être un beau matériau. Un bon matériau à amplifier, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, tous les quatre. Merci également à Christophe Lespio qui était avec nous. Donc, je ne plaisantais pas. Julie, la bouée, vous avez testé ou pas au Stade d'Eau Vive? J'ai testé le rafting. Mais la bouée, vous n'avez pas testé? Pas la bouée. Et Jean-Marc? J'ai testé le restaurant. Oui, et le restaurant a testé vos vins. Vous avez de votre côté, Thierry, vous avez testé? Alors, j'ai pas testé le Stade d'Eau Vive, mais je fais du kayak et je fais du canyoning, donc je connais les sports d'eau vive. Bon, mon cher Didier, j'aurais tout fait pour vous ramener du monde sur le stade. Cela dit, vous manquez pas d'originalité, parce que avant les prochaines épreuves sportives, pour ouvrir et fermer rapidement la parenthèse, vous allez organiser une journée de plus ou une manifestation de plus, je crois, tout début novembre, qui va être une vitrine. En avez-il besoin du savoir-faire? En aviez-vous besoin du savoir-faire qui est le vôtre en matière d'organisation sur ce stade? Ouais, effectivement, on voulait organiser une course qui n'existe pas encore. Voilà, donc tant qu'à faire, partons sur quelque chose qui n'existe pas. Soyons fous, c'est la course des champions. Donc on va inviter tous les médaillés olympiques de Rio, on va avoir tous les champions qui seront là, puisqu'il y aura la Coupe du Monde l'année d'après. Et les jeunes kayakistes pourront venir se confronter aux meilleurs sur des parcours extrêmement difficiles. Avec un All-Star Game version... Exactement. Ah ouais, formidable. C'est exactement ça. Et on élira le meilleur kayakiste de l'année. Formidable. Eh bien, écoutez, c'est quelle date? 1er novembre. 1er novembre. Notez-le d'ores et déjà sur vos tablettes pour cette manifestation ô combien originale, donc qui aura lieu du côté du parc Aquasport. Merci à vous toutes et merci à vous tous. On continuera à parler régulièrement des enjeux liés au devenir de ce territoire, de ce Béarn que nous aimons tant, d'où le nom d'ailleurs. Bonsoir le Béarn. À très bientôt.